Imaginez la scène. Un bus, là, qui avance au pas dans les rues de Dakar. Mais c'est pas juste un bus, c'est un pays entier qui est dessus. Une marée humaine, des drapeaux partout, vert, jaune, rouge, des maillots avec le numéro 10, des gamins qui grimpent au poteau, des grands-mères en larmes. Et au milieu de tout ça, il y a une figure, presque toujours la même, Sadio Mané. C'est de lui et de cette équipe incroyable du Sénégal qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment les Lions de la Teranga sont passés de ce statut d'éternel espoir à celui de double champion d'Afrique. Et surtout, on va se poser la question que tout le monde se pose là-bas. Est-ce que cette équipe peut vraiment devenir la première nation africaine championne du monde ? Pour ça, on a vraiment plongé dans des analyses qui retracent ce double parcours. Celui de l'homme, Sadio Mané, et celui de la nation. Notre but, c'est de décortiquer ce qui nourrit, ce qui n'est plus un simple rêve, c'est une ambition totalement assumée. On va regarder les racines, la carrière et surtout ce que ça symbolise. Alors pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Il faut s'imaginer Bambali. C'est pas Dakar, il n'y a pas de gratte-ciel, pas d'académie de foot. Non, c'est un village. C'est ça, un village rural, de la terre rouge, des maisons très humbles. C'est là que Sadio Mané a grandi, a joué pieds nus avec des ballons de chiffon. Et c'est là qu'un drame va le marquer pour toute sa vie. La mort de son père, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à proximité. Et ça, ce n'est pas du tout un détail. En fait, c'est peut-être même la clé de tout. Ce drame personnel va infuser toute sa carrière, ça va façonner l'homme qu'il est devenu. Des années plus tard, il est une star mondiale à Liverpool, il gagne des millions, et son premier réflexe, c'est pas d'acheter une grosse voiture. C'est de retourner à Bambali pour construire ce qui a manqué à son père. Attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. On ne parle pas d'un simple don, là. Ah, non, pas du tout. Les sources sont claires, impeccables. Il a financé la construction d'un hôpital entier. Mais pas que. Une école, une mosquée, une station-service, des bourses pour les étudiants. C'est une autre échelle. Exactement. Et chaque brique posée, chaque bourse versée, c'est presque une déclaration politique silencieuse. C'est sa manière de dire « Banks, mon succès à moi, n'a de sens que s'il sert ma communauté ». Il incarne une réussite qui ne prend pas, mais qui répare. C'est une image incroyablement puissante, presque sainte en fait. Mais est-ce que ce statut, c'est pas aussi un fardeau immense ? Il a encore le droit à l'erreur ? C'est une excellente question. Bien sûr qu'il porte le poids des espoirs de tout un pays, et même plus. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce lien, ça semble être son carburant, pas son fardeau. Dans un monde où tant de stars coupent le cordon, lui a fait l'inverse. Plus il est allé loin, plus il s'est rapproché de son peuple. Et ce socle émotionnel, c'est la fondation de tout le succès sportif qui a suivi. Et ce succès sportif, justement, si on regarde sa carrière, c'est une ascension méthodique presque, implacable. On dirait une échelle où il ne manque aucun barreau. Ça commence à l'académie Génération Foot à Dakar, qui a un partenariat avec le FC Metz. C'est son billet pour l'Europe. Et c'est une première étape cruciale. Il arrive en 2e division française. Un championnat très physique, très dur. Il doit s'adapter, apprendre la rigueur tactique. C'est là qu'il polit son talent brut. L'étape suivante, c'est un autre univers, le Red Bull Salzbourg en Autriche. C'est là qu'il apprend vraiment à gagner, non ? Totalement. Et c'est pas un hasard. Le système Red Bull, que ce soit Salzbourg ou Leipzig, c'est une machine. Une machine à forger des gagneurs. On ne lui demande plus juste de bien jouer, on lui demande de gagner. Tout le temps. Il remporte ses premiers titres, il joue la Ligue des Champions. Il passe de talent prometteur à compétiteur acharné. Une mentalité qui explose quand il arrive en Première Ligue, à Southampton. Il bat même le record du triplé le plus rapide de l'histoire du championnat, en moins de 3 minutes. C'est là que le monde entier se rend compte de sa vitesse, de sa capacité à faire basculer un match. Ce passage à Southampton, c'est sa carte de visite pour le très haut niveau. Il prouve qu'il peut dominer dans le championnat le plus exigeant au monde. Il n'est plus une surprise, il devient une menace confirmée. Et puis la consécration, l'arrivée à Liverpool. Sous les ordres de Jürgen Klopp, il forme ce trident légendaire avec Salah et Firmino. Et là, il gagne tout, absolument tout. Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe du Monde des clubs. Liverpool, c'est son chef-d'œuvre. Klopp a parfaitement compris comment canaliser son énergie. Mané, c'est pas juste un buteur, c'est le premier défenseur de l'équipe. Il court partout, il harcèle, il se sacrifie. Et c'est cette mentalité, alliée à son talent, qui le place parmi les tout meilleurs. Ses passages ensuite au Bayern Munich et à Al Nassr n'ont fait que renforcer ce statut d'icône mondiale.
Mais le plus incroyable, c'est que tous ces trophées en club, ce n'était même pas le plus important, ni pour lui, ni pour son pays. Le vrai basculement, c'est quand il a réussi à transposer cette culture de la gagne à la sélection. C'est le point de bascule. Et ce moment a une date précise. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il faut se souvenir du contexte. Le Sénégal, c'était l'éternelle promesse du foot africain. Un talent infini, mais toujours cette malédiction, cette incapacité à gagner un grand titre. Et cette finale contre l'Égypte de son coéquipier Salah, c'est un concentré de drame. Le Sénégal domine, mais ne marque pas. Mané obtient un penalty en début de match, et il le rate. On se dit, ça y est, la malédiction continue. La pression sur ses épaules à ce moment-là a dû être inimaginable. Le match va jusqu'au tir au but, et là, le moment est surréaliste. Qui demande à tirer le dernier penalty ? Celui qui peut offrir au Sénégal son tout premier titre. C'est lui, le même qui a raté en début de match. C'est fou d'y penser. Il aurait pu se cacher, la plupart des joueurs l'auraient fait. Mais pas lui. Il prend le ballon, il marche vers le point de penalty, et il marque. Ce but change tout. Ce n'est pas juste un trophée. Ce soir-là, c'est comme si un pacte collectif se nouait. Mané lui-même dira, alors qu'il avait déjà tout gagné, que c'était le but le plus important de sa vie. C'était le but qui faisait de son pays un champion. Et l'histoire ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, à la CAN 2025 au Maroc, la donne a changé. Le Sénégal n'arrive plus en outsider. Non, ils arrivent en tant que puissance, en champion à défendre. Et ça change tout. La pression est différente. Ils sont l'équipe à battre. Et le tournoi est une épreuve de force. Ils souffrent, ils jouent des matchs tendus et ils se retrouvent en finale contre le Maroc, le pays hôte, dans une ambiance électrique. Oui, avec des polémiques, le VAR, un contexte explosif. Et ils gagnent. Encore. Un but de Pape Gueye en prolongation leur offre un 2e titre de suite. Qu'est-ce que cette 2e victoire nous dit de plus que la première ? Elle nous dit que la première n'était pas un accident. Elle révèle une force mentale, une résilience collective qui est juste hors norme. Le Sénégal, ce n'est plus un coup d'éclat. C'est le projet le plus stable et le plus dominant du football africain récent. Les scènes de liesse, le jour férié décrété par le président, tout ça montre que le récit a changé. On n'est plus dans l'histoire de la génération qui a enfin gagné, mais de la génération qui domine. Mais alors, comment on explique une telle ferveur ? Pourquoi un pays se paralyse à ce point pour son équipe de foot ? La réponse, j'imagine, n'est pas que dans le sport. Absolument pas. Le football au Sénégal, c'est un miroir de la société. C'est un pays jeune, vibrant, mais aussi traversé par de fortes fractures économiques, des tensions sociales. Dans ce contexte, l'équipe nationale devient l'un des rares, très rares espaces de consensus absolu. C'est le moment où, pendant 90 minutes, tout le monde croit en la même chose. Et Sadio Mané est la figure parfaite pour incarner ce consensus. Il est bien plus qu'un footballeur. Il est un symbole de mobilité sociale, le gamin pauvre de Bambali devenu star mondiale. C'est un symbole de fierté nationale. Et aussi, très important, un symbole de foi. Une foi discrète mais très présente qui parle à énormément de gens. Sa manière de vivre le succès est un message en soi. On ne le voit pas exhiber ses richesses sur les réseaux, on le voit prier à la mosquée ou marcher dans la boue pour inaugurer l'école de son village. C'est vrai que ce contraste avec d'autres stars est saisissant. Cette cohérence entre ses paroles, ses actes et ses origines, ça le rend incroyablement rassembleur. Il devient un point de rencontre entre toutes les générations, toutes les classes sociales. C'est pour ça que les jours de match, les places publiques se remplissent, les quartiers se parent de vert, jaune, rouge. Chaque but est vécu comme une libération, une catharsis collective. Et sportivement, les résultats continuent de nourrir ce rêve. 8e de finale au Mondial 2022, une qualification directe pour 2026, scellée par un doublé de Mané d'ailleurs. Récemment, ils ont même atteint la 12e place au classement FIFA, la meilleure de leur histoire. Ce qui est fondamental ici, c'est que le Sénégal est en train de pulvériser tous les clichés longtemps associés aux équipes africaines. Fini le talentueux mais indiscipliné. Eux, c'est un projet cohérent, stable, qui gagne des finales. Ils ont des joueurs dans les meilleurs clubs d'Europe, une base tactique solide, ce qui rend la question légitime alors qu'elle aurait paru folle il y a 10 ans. Est-ce que le Sénégal peut être le premier champion du monde africain ? La question est non seulement légitime, mais c'est devenu l'objectif. L'histoire du foot nous montre que les équipes qui ont marqué une époque avaient toujours une figure qui symbolisait le pays. Pelé pour le Brésil, Maradona pour l'Argentine, Zidane pour la France.
Il ne s'agit pas que de talent. Il s'agit de la capacité à incarner une nation. Et Mané, il correspond à ce moule. Qu'est-ce qui lui donne cette stature au-delà de ses buts? C'est son autorité morale. Quand Mané parle, le vestiaire écoute. Mais au-delà de ça, quand il est en conférence de presse, il ne représente pas juste une équipe. Il parle pour les enfants qui jouent pieds nus dans la rue, pour les familles qui se rassemblent devant la télé. Dans une Coupe du Monde qui va être un énorme spectacle commercial, la présence du Sénégal de Mané, ça introduit un récit alternatif. C'est l'histoire d'une équipe qui vient de la périphérie, mais avec l'ambition de réécrire l'histoire. Donc si on résume, on est parti de la poussière de Bambali pour arriver au sommet du continent. La CAN 2021 a mis fin à une attente insupportable. Celle de 2025 a confirmé leur statut de leader. Logiquement, la Coupe du Monde 2026, c'est la prochaine étape, le possible couronnement. Exactement. Et le plus puissant, ce n'est peut-être même pas sur le terrain, c'est dans le symbole. Pendant des décennies, le discours sur les équipes africaines au mondial, c'était celui des outsiders sympathiques. Le Sénégal, en gagnant, a changé ce discours. Leur présence au prochain mondial, ce n'est plus l'histoire d'une surprise potentielle, c'est celle d'une ambition assumée. Le message n'est plus « quand viendra notre tour », mais « nous sommes arrivés ». Laissons donc une dernière pensée à ceux qui nous écoutent. Au-delà du résultat sportif, que signifierait pour la perception globale du continent africain qu'une équipe comme le Sénégal arrive à une Coupe du Monde non plus comme un outsider, mais comme un favori crédible? Si ce plafond de verre venait à être brisé dans le football, quels autres plafonds dans bien d'autres domaines pourraient l'être ensuite?